Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Dans la vie privée comme au travail, certains préfèrent se taire par peur de blesser ou de contrarier et mettent leurs émotions sous le tapis, alors que d'autres sont plus cash mais sont souvent mal compris dans leur quête de transparence. Comment naviguer entre ces deux extrêmes ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Fanny Marais, qui après une première vie professionnelle en entreprise, s'est spécialisée dans l'accompagnement professionnel des personnes neuroatypiques. Elle fait passer au quotidien des bilans d'intelligence émotionnelle pour lesquels elle est certifiée. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages, dont Je sens donc je dis, paru aux éditions Le Duc, de la toxicité et de ce qui est passé sous silence, au besoin viscéral d'authenticité, en passant par la nécessité de parler vrai sans déclencher de conflit. Fanny vous aide, à travers ce livre, à établir des relations interpersonnelles de qualité en toute transparence. Bonjour Fanny et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, avec plaisir. Alors, selon toi, pourquoi pouvons-nous avoir peur d'exprimer nos émotions ? Alors, quand j'ai réfléchi au sujet, je me rendais compte qu'il y avait toujours une cause principale qui revenait, qui était la crainte du conflit. Déjà, c'est intéressant de voir ce qu'on met derrière le mot conflit, parce que parfois les gens parlent de conflit quand il y a un simple désaccord. Donc ça veut dire que déjà, pour ces personnes, ça peut être difficile d'accueillir le désaccord. Or, on sait très bien que ça fait partie de la vie. Et ils craignent le conflit parce que je crois, il y a, cette crainte derrière, d'être, si j'exagère un petit peu, abandonné ou ne plus être aimé. Si on se parle de relations, puisque l'expression des émotions intervient toujours dans les relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, eh bien, il y a cette notion de lien et de perte de lien éventuel. Et donc, quand on dit les choses, parfois on peut avoir peur que la personne l'interprète mal, le prenne mal, voire ne comprenne pas ce qu'on est en train de dire. Et donc, parfois, il y a un peu une sorte de découragement ou de manque de courage pour oser y aller et se dire que ça en vaut la peine. Parce que si on le fait, c'est qu'a priori, on pense que la relation en vaut la peine. Donc, c'est presque contre-intuitif, c'est-à-dire que pour préserver la relation, on essayerait d'éviter toute forme de conflit, alors qu'en fait, si on essaye de gérer, régler nos désaccords, eh bien, on veille justement à notre relation avec la personne. Après, il y a d'autres raisons, hein. Si on va, du côté du monde du travail, ça complexifie la donne parce qu'il y a des personnes qui se disent qu'au travail, il ne faut pas parler de ses émotions. On est encore, hein, dans cette, définition parfois, d'un monde du travail qui serait exempt, d'émotions, ce qui n'est là aussi pas du tout possible puisque nous sommes des êtres humains, que nous ressentons des choses toute la journée et on en ressent aussi quand on est dans une réunion, quand on parle avec notre manager, notre collaborateur. Bien évidemment qu'il y a des émotions. Après la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et donc il y a, certaines personnes, hein, qui décident sciemment, de ne pas en parler. Je crois qu'il y a un autre point aussi à prendre en compte, c'est, le genre, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui, je pense, certaines femmes qui se disent que si elles sont trop, affirmatives, par rapport à ce qu'elles ressentent ou par rapport à leurs émotions, on va les voir, comme des, personnes un peu agressives, voire hystériques, hein, comme on a l'habitude de dire parfois aux femmes. Alors qu'un homme, qui va, affirmer, ses émotions ou ses ressentis, hein, puisque, là aussi ça peut être contre-intuitif, hein. Un homme, a aussi la possibilité d'affirmer ses émotions et de dire, ce qu'il ressent de façon, assurée. Eh bien lui, on va plutôt lui dire que, c'est un manager leader et qu'il entraîne, les foules derrière lui. Donc je pense qu'il y a encore cette différence aussi au niveau du genre. Très juste. Et que peut-il se passer lorsque nous réprimons nos émotions ?
Alors là, on était sur les causes. Si on regarde du côté des conséquences, on peut y avoir là aussi de multiples conséquences. Parfois, l'émotion finalement, se transforme. On appelle ça le racket émotionnel, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir dit ce qu'on ressentait, eh bien, on l'a gardé en nous et finalement, cette émotion, elle ressort d'une façon autre, sous un autre visage. Parfois, on dit que, une femme peut, par exemple, pleurer de rage. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir communiqué sa colère, ça va se transformer en tristesse avec des larmes. Alors ça peut arriver aussi aux hommes, bien sûr, mais souvent on dit plutôt qu'au contraire, les hommes vont s'énerver au lieu d'être tristes. Donc on voit bien qu'on remplace une émotion par une autre. Il y a d'autres conséquences, hein, c'est qu'on peut être assez impulsif dans ses réactions. Si justement on n'a pas dit les choses au fil de l'eau, eh bien, peut y avoir ce fameux effet cocotte-minute qu'on connaît bien et qui fait que, les émotions vont déborder et quand elles débordent, là, pour le coup, c'est plus difficile de réparer, de nettoyer derrière parce qu'il y a tout qui sera sorti de façon un peu, chaotique. Après, on parle aussi souvent de comportements, passifs-agressifs. On est passif-agressif quand justement, on n'a pas bien décidé, sur quel pied on voulait danser. L'assertivité, elle est justement au milieu de cette passivité et de cette agressivité. Elle est à mi-chemin. C'est quand on arrive à dire les choses, mais qu'on les dit de façon non agressive, hein, vis-à-vis d'autrui. Et quand on est passif-agressif, c'est que finalement on ne dit rien et la façon dont on le dit, est, assez brusque et surtout maladroite. Donc quand on ne s'autorise pas, toujours pour les mêmes raisons que citées précédemment, la crainte du conflit qui est, on l'a vu, parfois fausse, eh bien on a des manifestations de nos ressentis, qui sont en décalage avec ce qu'on voudrait qu'elles soient. Et justement dans ton ouvrage «Je ressens donc je suis» paru aux éditions Le Duc, tu évoques l'enjeu de la régulation émotionnelle. Pourrais-tu nous en dire un peu plus? Oui, alors la régulation émotionnelle justement, elle viendrait éviter que nous ayons, les réactions qu'on vient de citer précédemment. Parce que finalement, quand on ne dit pas ce qu'on ressent, eh bien, ça peut rester en nous, hein, et venir, abîmer notamment, le corps, hein. Donc il y a des maux physiques qui s'ensuivent et la régulation émotionnelle, beaucoup en ont parlé, ça consiste, pardon, finalement à regarder les déclencheurs de nos émotions et à regarder la situation que l'on vit mal, a priori, sous un autre angle. Parfois on dit, «Je suis en colère parce que tu as fait ceci, cela». En fait, on n'est pas en colère parce que la personne a agi de telle ou telle façon. On est en colère parce que la personne a appuyé sur un bouton en nous qui fait qu'a Mmh. priori, on est assez réactif dans ce genre, de contexte et que ça nous met en colère. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous et notamment certainement un besoin, hein, parce qu'on sait que derrière les émotions, il y a des besoins qui sont cachés. Eh bien, ce besoin, on l'a peut-être pas respecté et que systématiquement, on ne le respecte pas et donc à chaque fois que quelqu'un vient appuyer sur ce bouton, ça nous agace. Donc c'est intéressant d'aller regarder ce déclencheur, d'avoir un retour sur soi et de se dire finalement, qu'est-ce qui se passe à tel ou tel moment, dans telle circonstance, je réagis toujours de la même façon et est-ce que j'aurais une autre façon de considérer ce qui est en train de se passer? À ce titre, ce qui est intéressant, c'est tous les travaux, des approches systémiques stratégiques où en fait, on essaye de faire un 180° sur, notre façon de voir les choses. Parfois, cette simple régulation, cette simple expérience émotionnelle correctrice, ça nous permet, de dissoudre l'anxiété que l'on peut ressentir face à une situation récurrente. Donc ça, c'est une forme de régulation émotionnelle, de regarder finalement mon contexte et comment je pourrais, voir les choses autrement et donc y réagir d'une façon autre au niveau émotionnel. Et les non-dits ont rarement des effets bénéfiques dans une relation, mais qu'en est-il du dire vrai?
Alors en effet, les non-dits, que ce soit, dans la vie privée, dans la vie professionnelle, sont très nocifs. Parce que, prenons l'exemple, du monde du travail, si, il y a, un projet de réorganisation, par exemple, dans une entreprise ou dans une direction d'une entreprise et que, les, salariés en entendent parler par des bruits de couloir, des rumeurs et bien, là aussi leur anxiété, peut commencer à grandir. Si personne ne met fin à, ces rumeurs, les comment dire? Les croyances vont aller bon train, et donc ça génère une situation assez toxique, hein, pour, les salariés. Dans la vie privée, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'un couple, qui n'ose pas se dire les choses au fil de l'eau, alors qu'il y a des choses finalement qui dérangent chez l'un et chez l'autre, eh bien, ça risque de prendre, beaucoup d'ampleur et puis, comme on disait, d'exploser un jour, hein. Donc les non-dits peuvent générer beaucoup de quiproquos, en fait, dans les relations. Donc en opposition, il y a, et j'en parle donc dans le livre, Michel Foucault, qui nous parle de se dire vrai. Lui, il le relie, à la notion de courage, d'avoir, le courage, de dire la vérité. Donc il y a beaucoup de choses, hein, dans cette phrase. Le courage de dire la vérité, il faut qu'on aille regarder ça d'un peu plus près. En fait, il fait allusion, à ce que Euripide, hein, en son temps appelait la parésia, c'est-à-dire le tout dire pour le coup. Donc je pars du principe que il est important de dire les choses et d'avoir le courage de m'engager pour les dire. Sauf que ce qui se passe parfois, et notamment beaucoup dans notre société actuelle, c'est que le tout dire, ça devient un peu le fourre-tout. À partir du moment où, je pense, quelque chose, ça doit être forcément vrai. Hem, c'est toute la différence entre la pensée et le ressenti. Dans le livre, je parle des ressentis, c'est-à-dire ce qui passe par le corps, hein, les émotions qui vont se traduire dans notre corps et donc ces ressentis, ils ont une forme d'existence puisque, ils sont là. On ne peut pas me nier le fait que je ressente telle ou telle chose. Après, on peut me dire que j'ai tort de les ressentir, mais ce sera un jugement, par rapport à mes ressentis. Ce qui est plutôt intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la personne en face de moi, elle ressent telle ou telle chose et quelle est finalement ma part de responsabilité dans ce qu'elle ressent. Est-ce que ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit a un impact, sur son ressenti? Mmh. Et donc, la différence avec la parésia et le tout dire, c'est qu'il y a cette notion finalement d'engagement qui fait que, quand bien même cela viendrait endommager la relation que j'ai avec la personne, je décide, de d'affirmer, telle ou telle opinion, telle ou telle pensée, parce que je pense, que c'est la vérité et que je prends le risque, de l'énoncer. Alors du coup, certains vont dire: «Bah, oui, mais du coup, comment savoir, quelle est la vérité et à quel, titre on s'autorise à dire telle ou telle chose?» Et en face, on va nous dire: «Oui, mais si je dans ce cas-là, personne ne s'engage jamais pour prendre la parole et dire tout haut ce que beaucoup de personnes pensent tout bas, alors finalement il n'y a plus d'authenticité». Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que ce sont des valeurs différentes et que, ce qui est, en jeu dans, toutes ces définitions, c'est, l'importance que j'accorde à la relation. Est-ce que la relation que j'ai avec telle personne est suffisamment importante pour moi, pour que je décide, de dire les choses, certes avec transparence, mais aussi avec tact? Et à quel moment je fais preuve ou non de courage pour dire les choses? À quel moment c'est une bonne idée ou pas «d'y aller» entre guillemets? Ouais, c'est très intéressant. Et justement dans ton ouvrage, tu écris, je cite: «De l'intention à l'intuition, il n'y a que 3 lettres d'écart et pourtant, il peut exister un fossé entre les 2. En quoi est-ce important de justement de faire cette distinction entre les 2? Alors c'est en lien avec ce qu'on vient de se dire, hein, sur, la parésia. C'est-à-dire que parfois, j'ai l'intuition, je ressens très fort quelque chose, par exemple vis-à-vis de quelqu'un.
Prenons un exemple, je rencontre quelqu'un pour la première fois et je suis pas très à l'aise avec cette personne, après avoir passé un peu de temps avec elle. Je ressens qu'il y a quelque chose de peut-être pas totalement, honnête chez cette personne. C'est simplement une intuition, c'est, très physique en fait, hein, c'est presque au niveau, énergétique de la personne, je dirais. Et bien évidemment, comme c'est une intuition, je suis pas censée la rationaliser, et je ne suis pas non plus censée la transformer en une opinion, c'est-à-dire, de me dire que cette personne est une mauvaise personne, par exemple. Simplement, vis-à-vis de moi, je me dis: «Bon, moi je la sens pas trop, donc je vais me méfier», surtout que ça peut être, par exemple, dans un contexte professionnel, donc je vais être prudente vis-à-vis de cette personne. C'est autre chose si je commence à, verbaliser cette intuition, à en parler par exemple, à d'autres personnes. En fait, je dis qu'il y a une différence entre l'intuition et l'intention parce que je crois qu'il faut toujours se poser la question de savoir pourquoi finalement on veut mettre sur la table tel ou tel sujet. Qu'est-ce qui fait que, je veux y aller, sur ce sujet-là? Parce que, je pense que c'est important pour moi, ça va me faciliter, ma vie professionnelle pour la suite, parce que je pense que ça va sauver mon couple, ou est-ce que c'est simplement parce que, voilà, j'ai envie de dire ce que je pense et que c'est important pour moi la transparence et que je n'imagine pas une vie, autrement? Je pense que c'est vraiment toujours important de se poser cette question parce que, la réponse qu'on va y apporter fait que on va ensuite choisir, comment on dit la chose, à quel moment, à qui et dans quel objectif, quoi. Je prends l'exemple, pardon, dans le livre de ce téléfilm que j'aime beaucoup, hein, je le cite, régulièrement, qui s'appelle «À la folie», qui avait été diffusé, sur M6 il y a déjà peut-être, 2 ans maintenant, mais on retrouve régulièrement, hein, sur les plateformes, hein, donc on peut le voir en replay. C'est un téléfilm, hein, qui parle, des relations toxiques, telles qu'on les entend aujourd'hui, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, avec un homme qui a, toute la panoplie, du gars qui, fait du love bombing au début, au personnage principal qui est incarné par Marie Gillin, pour ensuite, la détruire, et diminuer sa lumière, petit à petit. Et intervient en fait dans ce téléfilm, la meilleure amie de Marie Gillin qui est Andrea Bescon. On connaît bien aussi, pour, son engagement justement, dans les droits des femmes, et on parlait précédemment d'engagement. Ce sont souvent des personnes ou des personnages comme ça qui vont faire avancer les choses, hein. Donc, on en a aussi besoin de personnes, qui disent les choses et qui osent avoir, le courage de la vérité. Et donc, dans le téléfilm, Andrea Bescon, elle veut sauver son amie. Elle voit très bien de l'extérieur ce qui se passe et donc un jour, elle débarque chez elle avec un autre ami et elle lui, comme on dit, sort ses 4 vérités en lui disant qu'il faut absolument qu'elle quitte, ce bonhomme, qui est incarné par, Alexis Michalik et qu'il faut qu'elle, voilà, qu'elle se sauve, hein, de cette situation. Sauf que Marie-Gilin, elle est pas du tout en mesure de l'entendre. C'est pas le bon moment. C'est pas les bonnes circonstances et donc elle rejette totalement, cette amie, qui du coup n'atteint pas son objectif. Si on en revient à, le pourquoi, je le fais, eh bien son but à elle, c'était qu'elle se sorte de cette relation. Mais elle y allait un peu, au forceps, hein, de façon, un peu, brutale et donc ça n'a pas fonctionné. Et donc la question c'est, finalement, qu'est-ce que je cherche à faire et comment je dois m'y prendre au mieux pour qu'elle entende ce que j'ai à lui dire. Alors, ça soulève plein de questions, hein, parce qu'il y a des personnes qui vont dire: «Oui, enfin, c'est bien gentil, mais s'il faut toujours mettre les formes, arrondir les angles, enfin, il y a un moment, on peut appeler un chat aussi, hein». Et en effet, je serais tout à fait d'accord avec elle et ce sont souvent, des personnes neuroatypiques, hein, qui vont tenir ce genre de discours. Il faut appeler un chat, en effet, mais il faut aussi,
atteindre les objectifs qu'on s'est fixés parce que sinon ça n'a plus d'aucun sens. Mmh. Et parfois, il faut aussi apprendre à se protéger parce que, on peut aussi avoir envie de dire les choses, de façon très directe pour que cette fois-ci ce soit enfin, nommé, sauf que ça peut se retourner contre nous. Donc je pense qu'il y a la question de l'intention, à se poser qui est cruciale. Complètement. Et merci pour l'illustration parce qu'effectivement, c'est d'autant plus parlant et Oui. heu et en quoi la connaissance ou l'ignorance que nous avons de nous-mêmes conditionne nos relations? Bah, si on reprend l'exemple précédent, Marie Gillin dans le téléfilm, au moment où, son amie, lui dresse un peu le portrait, de son compagnon et de ce qui est devenu sa vie, elle n'est pas encore suffisamment consciente, de cette réalité pour, pouvoir réagir. Je disais précédemment, c'est important de faire un retour sur soi. Ça veut dire vraiment, descendre, hein, dans son puits, son intériorité, pour essayer, de comprendre, ce qui se passe, en fait, dans la situation dans laquelle on est un peu englué. Parfois, on a besoin d'un regard extérieur, c'est à ça que ça sert, mais on peut aussi, hein, faire ce travail soi-même, à notre niveau et donc accepter que, il y ait une forme de franchise en face, sans se sentir blessé. C'est-à-dire que ce qui va compter, c'est que, ce que la personne est en train, de vouloir me dire, c'est positif pour moi. Mais parfois, on est dans un état tel qu'on n'est pas du tout en mesure de l'entendre et qu'on entend uniquement la remarque négative, surtout si elle est mal fagotée et qu'elle est mal, présentée. Mmh. Heu à l'inverse, si on a un minimum de recul sur soi, on peut accepter cette part de vulnérabilité en nous. C'est-à-dire tout simplement connaître nos points forts et nos axes de travail. On sait tous que, on est plutôt bon sur tel truc et moins bon sur tel autre. En ce qui concerne les compétences comportementales, dans le corpus de l'intelligence émotionnelle, je peux prendre l'exemple de quelqu'un, qui serait, par exemple, très doué dans les relations, mais qui aurait, en effet plus de mal à, recevoir le feedback. Et donc, quand on a des difficultés à recevoir le feedback, on peut se draper dans une forme de susceptibilité, qui fait que c'est compliqué d'entendre ce que l'autre a à nous dire en face. Donc c'est intéressant, de même qu'on disait précédemment que l'interlocuteur qui prend la parole, il se pose la question de son intention, eh bien le récepteur, il peut aussi se poser la question de l'intention de la personne qu'il a en face. Souvent l'intention, elle est louable. L'intention d'Andrea Bescon dans le téléfilm, elle était louable. Elle était encore une fois mal présentée, hein, mal emballée. Et donc peut-être d'aller chercher déjà l'intention derrière la forme et puis, comme on se connaît, suffisamment bien, on va aussi être beaucoup plus réceptif ou réceptive, à nos émotions à l'instant T. C'est-à-dire que souvent la conscience de soi, elle va avec une conscience émotionnelle développée. C'est-à-dire que on sait à l'instant T quelle est l'émotion qu'on est en train de ressentir. Que ce soit au travail ou dans la vie privée. Si on fait, une micro-pause de 5 secondes, on peut se dire: «Alors là, je suis énervée, pourquoi je suis énervée? Qu'est-ce qui fait que je suis énervée?» ou «Je suis très satisfaite, je suis surprise, je suis agacée, je suis frustrée, je suis contrariée. D'où ça vient là?» Je fais cette micro-pause et du coup, je prends conscience de mon émotion. À partir du moment où je fais ça régulièrement, forcément, je développe ma conscience, de moi, à la fois sur mes axes de progrès, à la fois sur ce que je ressens dans des situations données. Si je fais pas ce travail-là et que je fais de l'expression émotionnelle, parce que ça peut arriver, hein. Il y a des personnes, par exemple, qui vont avoir, peut-être peu de conscience de leurs émotions ou en tout cas une conscience émotionnelle plus basse que leur expression émotionnelle. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a comme une sorte de logorée verbale, où on parle beaucoup de ce qu'on ressent, mais on n'a pas trop pris le temps de savoir ce qu'on était vraiment en train de ressentir et pourquoi on prenait la parole sur ce sujet-là. Et donc si je prends conscience de moi, bien évidemment en face et par jeu de miroir, je vais être plus à l'écoute des autres. Si je m'entraîne à, bien reconnaître mes émotions, je serai forcément plus empathique parce que je comprendrai plus facilement les émotions de mon interlocuteur.
Et donc, si je prends conscience de la personne qui est en face de moi et aussi de son cadre de référence, parce que on parlait tout à l'heure de la réalité et de notre sens de la réalité, eh bien, on en a tous un différent, hein. Donc, si je prends conscience du cadre de référence de mon interlocuteur, je deviens aussi plus consciente de ce qui se joue dans notre relation. Entre lui et moi, au milieu de nous, là, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ça facilite forcément, les relations si j'arrive à faire ce travail-là. Mais le sens de la réalité, il est crucial parce que, je disais, au tout début, quand on est dans le monde de l'entreprise, parfois on nous dit que il faut laisser les émotions à la porte. Parce que comme ça, on va prendre des décisions, beaucoup plus rationnelles. Alors, on va prendre des décisions, je dirais plus factuelles, mais on va pas être plus objectif pour autant. Parce qu'on se trompe, on confond l'objectivité et la rationalité. L'objectivité, c'est le fait de tenir compte de tout ce qu'il y a dans la réalité. C'est à la fois la rationalité, mais aussi l'émotionnalité. Parce que bien évidemment, quand je prends une décision, je peux avoir aussi une intuition qui me fait prendre une meilleure décision. Et donc, si je ne me base que sur des faits et que je laisse de côté ce que je peux ressentir et qui peut me mettre sur la bonne voie, dans la bonne direction, je rate une partie de la réalité. Et finalement, ma réalité est beaucoup moins objective que si j'avais tenu compte de mes émotions. Donc ce sens de la réalité, il est crucial pour pouvoir, avoir une expression émotionnelle, efficace. Ouais. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? Eh bien, depuis que le livre est sorti et que, j'échange avec les personnes qui l'ont lu, je me rends compte que finalement, c'est pas du tout une évidence. Mmh. Je le ressens donc je le dis. Pour moi, c'est, le sel de la vie, c'est ce qui permet finalement de pouvoir avancer, sereinement et en fait, c'est pas du tout une évidence, pour la plupart des personnes. Bon, il y a tout ce qu'on a dit précédemment, hein, la crainte, du conflit, d'être incompris, que ça génère des difficultés, qu'on perde du temps. Alors qu'en fait, si on justement, on essaye de regarder cette réalité sous un autre angle, le fait de dire les choses au fil de l'eau, bah, ça nous fait gagner beaucoup de temps, en fait. Parce que quand on dit les choses, déjà, on donne nos règles du jeu, quand on est manager, par exemple. Quand on dit les choses, on donne aussi les règles du jeu dans le début d'une relation, amoureuse, par exemple. Ça nous évite peut-être de pas bien comprendre qui est la personne en face et que la personne, se trompe sur nous et donc de perdre du temps. En fait, c'est un gain de temps de dire les choses au fil de l'eau et toutes les personnes qui s'y essayent me disent, a posteriori qu'en fait, elles y prennent plutôt goût. Donc moi, j'aurais vraiment envie, d'inciter, les personnes qui nous écoutent à, se forcer peut-être au début à le faire, hein. De toute façon, il y a pas de secret, hein. Tant qu'on teste pas, des comportements, on saura pas si ça fonctionne et puis on peut se planter et ça arrive de se planter et parfois on le dit bien et parfois on va le dire mal, on va devoir revenir en arrière et on croira que c'est gagné pour la suite, mais en fait, il faudra le redire, toujours s'assurer qu'on s'est bien compris et en fait, c'est un gain de temps énorme dans les relations. Donc moi, j'encourage vraiment, tes auditeurs, auditrices à se lancer. Mmh. Ouais, je te rejoins. En tout cas, un grand, grand merci Fanny. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi, comme à chaque fois, parce que c'est pas la première fois qu'on fait un podcast ensemble. Donc vraiment merci et j'invite les auditeurs à découvrir ton ouvrage «Je ressens donc je dis», paru aux éditions Le Duc. Il y aura le lien sous ce podcast qui est vraiment, vraiment très intéressant. Donc merci beaucoup à toi. Je te remercie, moi aussi, Sophie, pour cet échange qui permet peut-être d'entrer, plus dans le détail, de cette thématique, qui intéresse, je pense, autant du côté de la vie personnelle que de la vie professionnelle. Alors un grand merci à toi. Un grand merci à toi aussi. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!